Bonjour à tous, bienvenue, salutations. Aujourd'hui, nous allons débattre, ou plutôt je vais vous exposer mon point de vue sur une situation très critique sur l'intelligence artificielle dans un domaine de son application très critique, très risqué et dont on ne parle pas assez, même les soi-disant experts là d'ailleurs. Et c'est également aussi en tant qu'expert, en tout cas quelqu'un qui a assez de connaissances dans le domaine, c'est la raison principale pour laquelle je me suis dit qu'il fallait exposer ce point de vue selon mon regard sur la situation donnée. Alors aujourd'hui, je vais parler de la médecine sous algorithme en fait. À travers ça, j'aimerais donc mettre en avant l'intelligence artificielle comme archétype de la technologie nouvelle et la téléconsultation, toutes les consultations en ligne, etc. Comment ces éléments en fait, d'un point de vue d'emblée nous semble très bénéfique pour tout un chacun, mais quand on regarde plus loin, quand on regarde avec un œil critique, on constate en fait qu'il y a derrière, selon mon cas, un risque, si ce n'est vraiment le cas, le fait d'effondrement silencieux de l'art médical. Et donc c'est le sujet de cet audio aujourd'hui qui m'a vraiment tenu en haleine et je me suis dit qu'il fallait exposer ce détail avec vous. Alors, je sais très bien que vous en avez déjà parlé, entendu bien évidemment les multiples applications de l'intelligence artificielle, les possibilités extraordinaires que l'IA offre dans de nombreux domaines, dans certains secteurs critiques comme la médecine par exemple. Toujours est-il que je pense qu'il y a néanmoins avant donc l'adoption, avant de mettre sur pied, avant d'embrasser cette technologie-là, surtout dans ce domaine critique, dans ce secteur aussi très pointueux, il faudrait mettre en avant et bien penser la question des risques spécifiques que nous ne pouvons plus ignorer. Et l'analyse que j'en fais aujourd'hui, en fait, est une analyse qui est donc le résultat de plusieurs observations, d'entretien avec des experts, des médecins, etc. dans le domaine, et aussi de ma propre initiative dans ce que je fais au quotidien au niveau applicatif. Alors, je vais d'abord mettre le pied dans le plat tout de suite. Ceci, donc mon propos ne constitue pas une opposition de principe à la technologie, dans la santé par exemple, ici en l'occurrence, concernant le sujet, mais cela veut s'inscrire en fait dans une réflexion critique sur ses conséquences profondes. Je m'adresse aussi bien aux professionnels de santé qu'aux patients, c'est-à-dire quasiment à nous tous. Donc ce que je vais exposer concerne l'avenir même de la relation thérapeutique et de l'art médical dans sa dimension fondamentalement humaine. Dans tous les cas, vous le savez déjà, je pense que vous m'avez déjà entendu dans d'autres audios, je ne suis pas là pour faire l'unanimité dans mes discours, mais simplement j'essaie en tout cas d'apporter un point de vue très juste, nuancé à tous les égards. Avant de continuer, likez, partagez et abonnez-vous et nous pouvons donc commencer le sujet. Je vais, pour revenir à mon propos, pour planter le décor, on va revenir par exemple en 2019 avec la pandémie. Vous le savez déjà, en 2019 avec la pandémie mondiale, la téléconsultation, donc la consultation en ligne, représentait moins de 1% des consultations médicales en France. Ok? En 2025, ce chiffre approche les 30% pour certaines spécialités. Et l'intelligence artificielle est désormais intégrée à la majorité des plateformes de santé numérique. Vous pouvez prendre aux États-Unis, qui est particulièrement le pays avec la Chine. En tout cas, je parle des États-Unis parce qu'on a aussi des chiffres très concrets et on a accès aux plateformes en question. Et le chiffre est encore beaucoup plus grand que celui de la France. Mais vous voyez bien qu'en France, en 2019, on était à moins de 1% des consultations médicales, donc des téléconsultations. Et en 2025, on est à peu près à 30% pour certaines spécialités. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire en fait qu'il y a une grosse transformation en fait derrière. Donc cette transformation est systématiquement présentée, évidemment, comme un progrès incontestable. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on nous dit? Plus d'accès aux soins, enfin plus au sens d'addition, plus d'accès aux soins, moins de temps perdu et plus d'efficacité. C'est ce qui est mis en avant. Le fait de rapidement combler entre guillemets même aussi les déserts médicaux, etc.
Mais vous allez voir que plus loin, vous aurez un point de vue plus nuancé par rapport à ce qui est avancé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je vais vous explorer, on va explorer ensemble une hypothèse dérangeante. Et si, bien sûr, sous couvert de modernisation, nous étions en train d'assister à l'effondrement progressif d'une dimension fondamentalement de la médecine. Je pense que le sujet est assez grave pour que je puisse vous en parler. Et de la manière dont je souhaite vous en parler, je pense que vous allez en apprendre beaucoup plus que ce qui est dit jusqu'à présent ou beaucoup plus que ce que vous avez entendu jusqu'ici. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une critique de la technologie en soi. Je suis vraiment technophile. Je travaille dans l'IA. J'aime bien voir tout ce qui est, entre guillemets, innovation. Et bien sûr, de comment cette innovation pourrait être accueillie et adoptée. Et adaptée également au quotidien, aux besoins des humains. Mais il y a aussi évidemment le fait de pouvoir nuancer les analyses dans les mutations silencieuses. Parce que derrière cette adoption de l'IA dans la médecine, nous avons quoi? Nous avons des pertes subtiles et des risques systémiques que personne ne veut vraiment regarder en face. Et je pense que c'est cette dernière, toutes ces promesses en fait d'efficacité, derrière toutes ces promesses-là, se cache quoi? Se cache peut-être l'érosion progressive de ce qui fait l'essence même de l'acte médical. Alors, en première transformation silencieuse, commençons par comprendre l'ampleur et la nature de cette transformation en cours. Nous avons quoi? Donc, on va prendre la période post-pandémique, ok? Donc, depuis à peu près 2022-2023, la pandémie a servi de catalyseur à une tendance qui existait déjà. Donc, multiplication par 12 des téléconsultations entre 2019 et 2022, des investissements massifs dans les startups de télémédecine. Il y a des chiffres là-dedans, mais le chiffre que j'ai en date en 2023, on parlait de 24 milliards de dollars mondialement en 2023. Donc, en termes d'investissement massif dans des startups de télémédecine, on parle là en 2023 de 24 milliards de dollars et d'automatisation croissante du triage et du diagnostic initial. Aujourd'hui, par exemple, en fait, sur certaines plateformes, vous le savez déjà, Doctolib, Care, etc., votre premier contact n'est plus avec un réceptionniste ou une infirmière, mais avec un algorithme qui évalue la nature et l'urgence de votre problème. Dans certains cas, c'est bien. Dans d'autres cas, on verra que il y a un gros risque à prévoir, à y penser. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cet élan d'intégration progressive de l'IA, nous avons quoi? Nous avons de plus en plus, bien sûr, tous les facteurs aussi très poussés de l'intelligence artificielle qui s'immiscent dans chaque étape du parcours de soins. Donc, de plus en plus, on élimine la composante humaine pour pouvoir intégrer tous les facteurs de l'IA. Par exemple, des chatbots de pré-consultation, des systèmes d'aide au diagnostic basés sur les grands modèles de langage, les LLM, Large Language Model, des algorithmes de prédiction des risques et d'outils de suivi automatisé des patients. Je vais vous donner par exemple une anecdote, plutôt un ressenti, un feedback qu'un médecin spécialiste m'en a fait part. Par exemple, c'est un dirigeant de l'une des principales plateformes de téléconsultation qui m'avait confié ceci récemment. D'ici 3 ans, écoutez bien, d'ici 3 ans, nous sommes là actuellement en 2025, 80% des cas simples pourront être entièrement gérés par l'IA avec validation rapide d'un médecin. En fait, le médecin, tout simplement, ce qu'il laisse sous-entendre, bien évidemment, c'est que le médecin viendra en fin de course tout simplement pour valider. Et là, en fait, derrière, on a quoi? On a une nouvelle économie de la santé. Cette transformation répond évidemment à ce que l'on appelle une logique économique implacable. Parce que un médecin en téléconsultation peut traiter jusqu'à 60% plus de patients par jour avec l'IA, etc. Et les consultations assistées par l'IA durent en moyenne 7 minutes contre 18 minutes pour une consultation traditionnelle. Donc, il y a la réduction du temps passé pour une consultation.
un mode traditionnel et un mode assisté avec l'IA. La marge bénéficiaire des plateformes augmente à mesure que l'automatisation progresse. Nous assistons à quoi? Nous assistons de plus en plus à l'émergence d'une médecine, à ce que les Anglais ils appellent une médecine rapide en quelque sorte, une médecine lean, optimisée pour le rendement. Bien sûr, on est dans une logique d'efficacité de rendement, de logique économique où l'efficacité quantitative prime sur la qualité de l'interaction. Parce que là, évidemment, vous traitez directement avec des interfaces IA assistées. Maintenant, voici, alors, jusqu'ici, on serait tenté de dire que tout cela est bien, en quelque sorte, mais voici la bascule où le risque sur lequel j'aimerais vous sensibiliser. C'est que nous perdons silencieusement, en fait, cette qualité humaine. Voici réellement ce que nous sommes en train de perdre de manière silencieuse. Au-delà des statistiques et des tendances, il est temps d'examiner ce qui disparaît dans ce processus. Des éléments fondamentaux mais difficiles quantifiables. Je vous donne un exemple très concret. Vous prenez un examen un examen qui nécessite par exemple le toucher physique d'un médecin. Par exemple, en pneumologie. Un pneumologue, par exemple, expérimenté peut détecter une pneumonie en écoutant simplement la respiration d'un patient avec son stéthoscope. Ce diagnostic qui prend 30 secondes peut nécessiter une radiographie coûteuse quand le médecin ne peut pas examiner physiquement le patient. Moi, je vous donne un exemple très concret. En tant qu'ingénieur dans l'IA, si vous devez mettre en place ce genre de système pour remplacer ce pneumologue en question, vous devez entraîner la machine sur des millions et voire des milliards d'exemples en fait de cas de ce genre. Et pour cela, il vous faut donc de la data, du big data plus précisément, et de la bonne donnée. Parce que il ne vous suffit pas simplement de la donnée gigantesque, mais faudrait-il avoir de la donnée qualifiée. Et bien sûr, derrière, supervisé par un expert du métier. Donc, des médecins, des pneumologues et d'autres médecins également qui gravitent autour de cette maladie-là. Donc, vous voyez que les promesses de l'IA à travers la rapidité, l'efficacité, etc., ce qu'un médecin peut détecter en 30 secondes, pour que l'IA puisse faire la même chose en même temps, en ces 30 secondes-là, il faudra plus de temps, plus de données, et parfois même pas avoir le même rendu. En tout cas, pour l'instant, de la maturité de l'IA, nous n'en sommes pas encore à ce niveau-là. Mais toujours est-il que on ne met pas en avant ce genre de situation. Et donc, j'aimerais vous alerter sur ce genre d'exemple, mais dans un cas concret. Vous pouvez prendre d'autres cas aussi de ce genre, de détection des cancers et tout le reste. Et plusieurs études récentes montrent quoi? Montrent que 70% des diagnostics en médecine générale reposent en partie sur des éléments détectés lors de l'examen physique. Donc, il faut l'intervention physique, l'interaction physique d'un spécialiste avec le patient pour détecter 70% des diagnostics. De plus, 30% des erreurs médicales en téléconsultation sont liées à l'absence d'examen clinique. Certains signes subtils mais critiques sont quasi impossibles à détecter à distance. C'est bien beau aujourd'hui de vivre dans une société où on peut se commander tout en ligne, on peut cliquer sur un bouton et tout arrive à point nommé à notre destination. Mais quand on est dans des domaines aussi critiques que la médecine, etc., je pense qu'il faudrait mieux comprendre, mieux saisir les enjeux avant de pouvoir intégrer l'IA dans tous les secteurs d'activité. Donc, je vais vous donner un autre retour que j'ai eu de la part d'un spécialiste, par exemple, qui disait qu'en téléconsultation, il travaille, donc il dit, je travaille avec un bras dans le dos, je compense pas des examens complémentaires, mais c'est comme si on me privait d'un de mes sens, en fait. Donc, ça, c'est vraiment l'idée, la métaphore, etc., qui viendrait avec l'ajout d'un assistant IA. Ok. Par exemple, vous avez quoi? On va vous dire effectivement que intégrer les outils numériques, de l'IA, etc. sont très bien vus dans le diagnostic, dans la prise en charge du patient. Ok. Soit peut-être dans certains cas de prise de rendez-vous rapide. Ok. Mais quand il s'agit de vraiment toucher au cœur de la maladie, de la détection,
de la consultation du patient, je pense qu'il faudrait prendre beaucoup plus de recul que ce qui nous est dit là actuellement. Parce que il y a ce qu'on appelle en médecine également le troisième œil. Et avec l'intégration et l'implémentation de ces outils numériques, nous avons une disparition du troisième œil clinique. Qu'est-ce qu'on entend par là, le troisième œil clinique? En fait, c'est que la médecine en soi n'est pas une science exacte, mais c'est un art qui repose sur l'intuition clinique. Cette capacité presque subliminale à percevoir ce qui ne va pas. Dans certaines situations, bien que le médecin ayant eu son diplôme, ayant fait ses études, etc., et tout le reste, toujours est-il que, en fonction des médecins et de par l'expérience, etc., un médecin est capable, de par la pratique de son travail au quotidien, de détecter certaines choses que l'IA, même si l'IA aura été entraînée avec des millions, voire des milliards de data, ce que l'IA ne pourra jamais faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la capacité de penser sous forme d'intuition. L'intuition comme élément déclencheur de la pensée. Et l'IA, jusqu'à preuve de contraire, n'a pas cette partie, n'a pas cette composante en fait intuitive. Et dans des secteurs tels comme la médecine, de savoir s'il faut amputer ou pas le patient, de décider de quel médicament, de quel traitement suivre par la suite lors d'un cancer, etc. Je pense que les médecins les plus aguerris sont à même de pouvoir prendre la bonne décision qu'une machine là d'ailleurs. Pour l'instant, en tout cas, je pense que l'IA n'est pas capable de rivaliser avec les médecins les plus aguerris. Je sais que vous en avez peut-être déjà entendu le contraire, mais prenez-en garde et faites attention à ce genre de commentaires parce que derrière, il y a des ventes de formation et il y a du buzz médiatique qui est fait autour de l'IA. Un neurologue, par exemple, remarque une asymétrie faciale subtile, une légère différence dans la façon dont un patient se tient ou une micro-hésitation dans la parole. Ces éléments-là, les outils IA actuellement ne sont pas encore capables, je dis bien encore capables, au même titre qu'un humain de pouvoir détecter ces éléments en question. Et ces signes quasi, parce que ce sont des signes en fait quasi imperceptibles, souvent captés inconsciemment, peuvent être des indicateurs précoces de pathologies graves, ce qu'une IA, pour l'instant, aura du mal à bien détecter. Et comme je l'ai dit, à chaque fois que vous voyez une tâche qui a été réalisée par une IA, sachez qu'il faut à l'IA des millions et voire des milliards de données de bonne qualité et bien sûr tout un accompagnement des experts du domaine pour que la donnée soit stabilisée. Jusqu'à présent, même les LLM, les grands modèles de langage, font parfois et toujours des erreurs. Dans tous les cas, laisser ces outils seuls là d'ailleurs sans la supervision des humains, c'est très dangereux. Et pour revenir au sujet de la médecine, donc l'intuition, je parlais de l'intuition. Si on entre vraiment dans l'intuition clinique, ce n'est pas quelque chose de mystique. En fait, c'est le fruit de quoi? C'est le fruit de l'intégration inconsciente de milliers de cas intérieurs, la perception multimodale, tous les sens du médecin et l'observation du patient dans son environnement physique. Or, cette capacité est systématiquement amputée par l'écran interposé de la téléconsultation et les algorithmes d'IA qui standardisent les processus décisionnels. Voilà ce que nous sommes en train de perdre au fur et à mesure. Nous perdons également quoi? L'érosion de la relation thérapeutique, le lien entre le médecin et le patient. La relation médecin-patient n'est pas un simple échange d'informations. C'est une alliance thérapeutique avec une dimension psychologique profonde. Dans certaines familles, et surtout dans les familles bourgeoises ou dans les familles un peu aisées, il y a toujours ce que l'on appelle le médecin de famille. Le médecin qui a suivi tous les membres de la famille jusqu'à ce qu'ils n'en soient plus capables. Et d'où également aussi le nom du médecin traitant. Quel est votre médecin traitant? Ce n'est pas pour rien. Parce que il y a au moins là, il y a un suivi en fait thérapeutique. Et à travers ce suivi-là, ce n'est pas juste en fait des chiffres en fait ou des simples éléments qui sont présentés. Non, c'est une relation médecin-patient. Donc le médecin, il a votre suivi de traitement, etc. Et donc, en quelque sorte, il a votre évolution dans le passé et également dans le futur.
Et c'est une méta-analyse. Donc, je publie ici en fait quelque chose, une étude de référence. Une méta-analyse publiée dans le JAMA en fait a démontré que la qualité de la relation thérapeutique est un facteur prédictif de l'issue du traitement, parfois aussi important que le traitement lui-même. Donc ici, que nous dit cette analyse-là? C'est quoi? C'est que le médecin, donc il a votre historique. À travers cet historique-là, il est donc capable de pouvoir, à même de bien juger la situation que vous vivez actuellement et donc de préconiser le bon traitement. Ce que l'IA nous balance comme promesse, c'est de pouvoir avoir la composante de contexte à son cœur de métier, en son cœur d'algorithme en fait, pour garder un historique assez profond. Et comme je le disais, pour qu'une IA soit capable de bien gérer un contexte, donc un historique, d'avoir un bon suivi et de faire des liens de causalité, des inférences entre le contexte passé, le contexte présent et futur, cela demande encore des capacités que la machine, que les outils d'IA actuellement modernes n'ont pas encore pour l'instant. Pour l'heure, on est encore très loin. Et donc, dans des secteurs aussi critiques que la médecine, il est donc essentiel de pouvoir préserver le cœur du métier. Alors, pour certains cas, bien évidemment, la médiation, la médiation technologique, je pense dans certaines situations, érode cette relation à plusieurs niveaux, la relation médecin-patient, la perte du contact physique rassurant, parce que également le simple fait d'être en face physiquement d'un médecin, vous êtes rassuré, c'est déjà un début de guérison. La réduction du temps d'écoute également, le médecin passe plus de temps à regarder l'écran aujourd'hui quand on est en téléconsultation. Ok? La disparition de la présence thérapeutique et la standardisation des échanges suivant des protocoles algorithmiques. Quand vous devez écrire à travers une interface, à travers un écran pour pouvoir dire ce que vous avez comme souffrance, que vous ressentez, vous perdez le lien physique et pas ce lien physique, la parole, etc. et toute l'expression du visage que le médecin pourrait détecter en écoutant votre voix, en regardant vos lèvres, votre facial tout simplement. Et plus subtil encore, en fait, il y a quoi? Il y a la transformation du patient en utilisateur, parce que l'utilisateur passe maintenant, le patient passe maintenant de simple patient en utilisateur à travers donc la plateforme et de simple utilisateur en données. Il est converti patient sur la chaîne patient, utilisateur et données. Donc, on a quoi ici? On a un glissement sémantique. Et ce glissement sémantique révèle une mutation profonde du statut du malade. Le malade est en train d'être transformé en une simple donnée à travers ces plateformes, en fait, de téléconsultation. Un autre point critique et très dangereux, c'est quoi? C'est l'algorithme contre le jugement clinique. Donc, l'algorithme, le fait algorithmique en face et en opposition, le jugement clinique. Je vais explorer maintenant avec vous ici la tension fondamentale entre la logique algorithmique de l'IA et la nature du jugement médical. Le mirage, donc, tout ce qui est vendu comme beauté, miracle, de la supériorité des statistiques. Les promoteurs de l'IA médicale avancent systématiquement le même argument. Les algorithmes surpassent déjà les médecins dans certaines tâches diagnostiques. Je sais que vous en avez déjà entendu cette phrase par certains spécialistes de la DO sur le fait que les algorithmes d'IA surpassent déjà les médecins dans certaines tâches diagnostiques. Laissez-moi vous dire ceci. Et après, vous allez prendre votre décision et avoir un point de vue plus nuancé de quelqu'un qui travaille dans le domaine et qui implémente des outils d'intelligence artificielle. En fait, pour être tout à fait juste avec vous, cette affirmation-là contient une vérité partielle mais trompeuse. Pourquoi? En fait, l'IA excelle dans les tâches étroitement définies et standardisées. Première nuance que vous devez intégrer. Deuxième nuance, c'est quoi? L'IA échoue face à la complexité multifactorielle de patients réels. Ok? Deuxième facteur que vous devez intégrer. Et troisième facteur, c'est que
elle, de l'IA, elle ne comprend pas les cas atypiques qui ne correspondent pas à ces données d'entraînement. Si vous prenez ces trois éléments-là, et après vous prenez une décision par la suite, je serais plutôt d'accord avec vous. Mais il faudrait, à chaque fois que vous entendez le fait que les algorithmes surpassent déjà les médecins dans certaines tâches diagnostiques, n'oubliez pas les trois affirmations que je viens de vous dire, c'est que l'IA excelle dans les tâches étroitement définies et standardisées, donc dans des tâches bien définies qui ne vont pas sortir des sentiers battus. Donc par exemple l'intuition, par exemple, ok. Et l'IA échoue face à la complexité multifactorielle de patients réels, puisque l'IA est entraînée sur des données, etc. À la fin, in fine, des algorithmes vont inférer sur un modèle bien défini. Et si on sort du cadre du modèle en question, l'IA n'est plus capable de prendre de bonnes décisions sur ce qu'on va appeler donc les cas atypiques, puisque ces cas atypiques ne correspondent pas à ces données d'entraînement. Une IA peut identifier un mélanome sur une image avec une précision impressionnante. Oui, ça c'est tout à fait juste. Tout comme une IA peut reconnaître en fait une image de chien et de chat parce qu'on aura fourni à la machine des millions et des millions d'images de chiens et de chats, etc., de toute race, etc. Mais par contre, l'IA va échouer complètement face à un patient âgé, diabétique, sous multiples traitements. Pourquoi? Parce que ce patient-là peut présenter des symptômes atypiques et une comorbidité psychiatrique. Vous voyez, ce sont des petits détails comme ça qui feront que la machine va échouer le test. Et c'est en cela que le regard humain, la spécialité, l'expertise humaine est encore de regard. Là, les algorithmes aussi font quoi? Les algorithmes aussi introduisent des biais. Pourquoi? Parce qu'il y a une réduction. On essaie de réduire la réalité. On essaie de réduire la complexité de la réalité. Et ça entre en quoi? Dans la réduction algorithmique de la complexité. Le problème fondamental est que l'IA réduit nécessairement la complexité du vivant à ce qui est mesurable et quantifiable. On passe à du tout quantitatif. Nous passons, donc, je l'ai déjà dit à maintes reprises, les IA, in fine, ne sont que des modèles mathématiques basés sur des statistiques. Vous prenez par exemple un grand modèle de langage, un LLM, un Large Language Model. C'est un modèle qui est basé sur de la statistique, sur de la probabilité pour évaluer le prochain mot qui a le plus de chances d'être mis dans une phrase pour qu'elle soit cohérente. Une phrase pour la machine, c'est une chaîne de caractères. Voilà comment l'IA évalue. Donc, un LLM évalue si un mot ou pas est correct dans une suite de chaînes de caractères. Mais pour vous, c'est une phrase en langage naturel, en français, en anglais, etc. Mais pour l'IA, ce n'est qu'un schéma mathématique basé sur des statistiques et donc de calcul, donc du quantitatif. La réalité est tout autre. La réalité, il y a une complexité. Et c'est là le problème fondamental, c'est que l'IA réduit nécessairement la complexité du vivant à ce qui est mesurable et quantifiable. C'est comme essayer de comprendre un tableau très complexe de Rembrandt en analysant sa composition chimique. Cette mise en garde dans la tête, c'est que la médecine algorithmique excelle dans le quoi, mais perd dans le pourquoi et le qui. Elle identifie des patterns, mais pas des causes en fait profondes. Elle traite des symptômes, mais pas des personnes. Elle optimise des paramètres, mais perd le sens en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a le paradoxe de l'expertise diminuée. Voici peut-être le danger le plus subtil et le plus profond. La télémédecine assistée par l'IA pourrait paradoxalement éroder l'expertise médicale elle-même, en soi. Nous avons quoi? Nous avons l'expertise médicale, en fait, se développe par opposition répétée à des cas complexes, à des anomalies, à des exceptions. Or, plus les médecins délèguent l'IA, moins ils pratiquent ce jugement complexe. C'est tout à fait logique. C'est comme un pilote en fait qui passerait 90% de son temps en pilote automatique. Il finit par perdre les compétences nécessaires pour gérer une situation critique. À force de ne plus pratiquer, on finit par perdre en expérience. Et nous risquons de créer une génération de médecins formés pour superviser des algorithmes plutôt que d'exercer en fait un véritable jugement clinique indépendant.
Voilà les risques vraiment très très dangereux dans l'IA. Le risque systémique maintenant masqué. Au-delà des pertes individuelles, c'est tout un système de santé qui devient plus fragile et vulnérable. La vulnérabilité technologique. Imaginez un système de santé où 70% des consultations primaires sont gérées par télémédecine assistée par l'IA. Que se passe-t-il en quelque sorte? Voici ce qui se passe réellement. Le jour où il y a une coupure d'internet ou une coupure d'électricité, panne sur les réseaux, panne d'infrastructure, attaque cybernétique ciblant les plateformes de santé ou bug systémique dans les algorithmes diagnostiques. Là, nous sommes foutus. En 2017, on a eu des attaques de ransomware appelées par exemple WannaCry qui a paralysé en fait le NIH britannique pendant plusieurs jours avec la télémédecine généralisée. Qu'est-ce qu'on aura? On aura ce genre de situation. L'impact serait beaucoup plus exponentiel et plus grave que ce que nous avons aujourd'hui. Et nous avons en plus des risques en fait masqués du style la dépendance aux entreprises privées. Les plateformes de télémédecine et les systèmes d'IA médicales sont majoritairement développés et contrôlés par des entreprises privées. Si on passe au privé, vous vous en doutez bien que les frais de santé, etc. vont être exorbitants de plus en plus. Cette privatisation de l'infrastructure de santé crée des vulnérabilités nouvelles. On aura des dépendances à des algorithmes propriétaires non transparents, des expositions aux faillites ou décisions commerciales, un pouvoir démesuré des géants de la technologie sur les politiques de santé. Parce qu'évidemment, derrière la question des brevets, la question des médicaments, des vaccins, etc., les entreprises privées auront la main mise là-dessus, à travers le politique qui va tout simplement être un maillon de la chaîne en tant qu'exécutant des lois. Je vais vous poser maintenant cette question. Sommes-nous prêts à confier notre santé à des boîtes noires algorithmiques développées par des entreprises dont l'objectif premier reste le profit? Parce que, in fine, ce n'est pas votre santé qui est l'élément important pour ces entreprises privées-là, c'est le gain. C'est la logique économique, le profit. Au-delà de ça, il y a encore d'autres choses beaucoup plus pernicieuses, telles que par exemple l'appauvrissement de la base de connaissances. Plus subtilement, en fait, nous avons la standardisation algorithmique de la médecine pourrait réellement venir appauvrir progressivement notre compréhension collective de la santé et de la maladie. Donc, on perdrait vraiment en compréhension du cas de maladie là d'ailleurs. Par exemple, les cas atypiques qui seront de moins en moins identifiés, la connaissance tacite des médecins expérimentés ne sera plus transmise d'ailleurs. La recherche va s'orienter vers ce qui est mesurable par les algorithmes en fait. Donc même au niveau du point de vue de la recherche, on ne va financer que les recherches qui vont dans le sens de la mesurabilité par des algorithmes. C'est comme si nous abandonnions progressivement une langue riche au profit d'un vocabulaire simplifié. Parce qu'on simplifie la réalité, on simplifie la complexité de la réalité, même si ce vocabulaire est efficace pour la communication quotidienne. Il nous rend, une fois de plus, l'IA, même si l'IA est importante, l'IA nous rend incapables d'exprimer des nuances complexes. Pour l'heure, en tout cas. Maintenant, pour sortir de là avec une nuance beaucoup plus intéressante, c'est je préconise une intégration réfléchie. Donc, face au risque que je viens de vous citer, comment pouvons-nous intégrer la technologie sans perdre l'essence de la médecine? Il faut donc bien évidemment penser à la question de la complémentarité. La complémentarité plutôt que le remplacement. Moi, je pense que c'est là où l'IA devrait s'arrêter en termes de limites, surtout dans des secteurs très critiques tels que la médecine. La médecine, etc. Mais quand je parle de l'IA, vous aurez bien entendu que c'est un mot valise, mais prenez la technologie dans sa globalité. La technologie devrait augmenter le médecin et non le remplacer. Donc, ce qui veut dire que cela implique d'utiliser l'IA pour les tâches administratives et répétitives. Ok, pas de souci là-dessus. Puisque nous sommes je vous ai dit, souvenez-vous, l'IA excelle dans des tâches standardisées et bien définies. Donc, les tâches administratives et répétitives, peut-être pour générer une ordonnance, une fois que le médecin a terminé son diagnostic, d'accord. Ok, pourquoi pas. Réserver le jugement clinique complexe au médecin. Ça doit rester de la prérogative du médecin.
parce que le médecin a compétence, a été bien formé, on lui fait confiance et a un historique, a une expérience bien aguerrie de son domaine. Donc, toujours dans cette complémentarité-là, on devrait également concevoir des interfaces qui enrichissent l'interaction humaine plutôt que de la remplacer. En aucun moment, l'interaction humaine ne doit être complètement remplacée par une assistance IA. J'ai bien dit complètement. L'hôpital, en Suisse, par exemple, nous avons eu un hôpital universitaire qui avait développé de mémoire un système où l'IA préparait la consultation, qui organisait les informations et qui suggérait des pistes. Mais in fine, c'était le médecin qui dictait la conduite de l'entretien et de la décision finale. Voilà par exemple de tas de situations, de cas d'exemple dans lesquels on pourra intégrer l'IA. Ça permettrait toujours de préserver les compétences fondamentales. La formation médicale doit être adaptée pour maintenir l'enseignement rigoureux de l'examen clinique physique. La relation médecin-patient par cette interaction d'examen physique est essentielle. Donc, de développer un esprit critique face aux algorithmes, de cultiver également les compétences relationnelles et l'intuition clinique. La technologie est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Notre devoir est d'utiliser les outils numériques tout en préservant ce qui fait de nous les médecins et non des techniciens de l'algorithme. Ça, c'est ce que disait un spécialiste dans la médecine. Donc, à travers tout ce que je vous dis, in fine, il y a quoi? Il y a l'idée d'intégrer des nouveaux garde-fous éthiques et réglementaires. L'éthique et la réglementation doivent entrer en compte dans l'intégration, dans la complémentarité des IA au sein des systèmes de médecine. Pourquoi? Pour éviter les dérives. Et donc, pour éviter ces dérives-là, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de transparence algorithmique obligatoire. La transparence algorithmique est obligatoire. Quand un algorithme prend une décision, il est essentiel pour les spécialistes de comprendre les schémas de pensée, les modèles d'inférence qui ont déclenché la causalité et donc le schéma décisionnel de telle prise de décision in fine. Chaque algorithme qui doit être conçu et intégré et implémenté dans un système d'assistance IA doit pouvoir fournir aux spécialistes ce schéma systématiquement pour des raisons d'éthique. Et toujours pour ces mêmes raisons d'éthique, il faut donc de l'évaluation indépendante des systèmes d'IA médical. Donc des commissions, des personnes là d'ailleurs sans intérêt, chargées de contrôler et d'évaluer de manière indépendante ces systèmes-là. Un maintien de réseau de soins physiques robuste. Donc il faut toujours en permanence également le maintien des soins physiques robustes, de telle manière à ce que le jour où on a une panne dans l'infrastructure du réseau, que la médecine entre guillemets traditionnelle puisse continuer à s'exercer. Et des limitations strictes pour certaines pathologies complexes. Pas mettre l'IA à toutes les sauces. Je pense que vraiment la santé numérique ne peut être abandonnée aux seules forces du marché. Parce que le jour où le marché aura complètement absorbé la médecine, à travers donc la santé numérique, tout simplement, on sera, je pense, à un point de non-retour. Donc la santé numérique ne peut être abandonnée seule aux seules forces du marché. Elle nécessite un cadre démocratique qui place le bien-être du patient au centre. Je pense que j'ai assez dit, je vais m'arrêter là. Mais comprenez, mon message principal, c'est que l'humain est un horizon indispensable. On ne peut dépasser l'humain simplement. Enfin, l'IA, c'est bien, c'est complémentaire de l'activité humaine, de la pensée humaine. Donc, on ne peut remplacer, rendre l'humain indépassable uniquement parce qu'on estime là d'ailleurs que certains algorithmes font du bon travail sur certains champs d'activité, alors que d'autres champs d'activité tels que la médecine, mais bien d'autres également, comme je viens de vous montrer, sont assez critiques pour pouvoir laisser seule l'IA interagir
avec les humains, donc les patients ici en l'occurrence pour le cas de la médecine. Et la médecine algorithmique et la téléconsultation ne sont pas intrinsèquement néfastes. Elles sont des outils qui peuvent améliorer l'accès aux soins, alléger les tâches administratives et même augmenter la précision de certains diagnostics. Mais nous devons rester vigilants face à l'illusion techno-solutionniste qui suggère que ces outils peuvent remplacer l'essence même de la relation thérapeutique. Car la médecine n'est pas simplement une science appliquée, elle est une rencontre entre deux êtres humains, l'un en situation de vulnérabilité et l'autre apportant ses connaissances et son empathie. Une IA n'a pas d'empathie, quoi que vous en pensiez. Donc, que ce soit les patients, les médecins, les développeurs, les décideurs, tout le monde, en gros, nous avons tous la responsabilité de façonner un avenir médical où la technologie est au service de cette rencontre humaine et non l'inverse. Pour conclure, je vais vous laisser sur cette question. Que préférez-vous pour votre propre santé ou celle de vos proches? Une médecine ultra efficace mais déshumanisée ou une médecine qui, même imparfaite, préserve ce moment précieux où un être humain prend soin d'un autre être humain? Je crois que la réponse à cette question devrait guider toutes nos innovations en santé. Merci de m'avoir écouté. Likez, partagez, abonnez-vous. On se revoit à la prochaine pour notre question critique, aussi critique que celle que nous